Chers amis, bonjour. La semaine dernière s'est tenue pendant 4 jours une importante conférence consacrée à la sécurité d'Israël. Alors c'est une conférence qui se tient annuellement à Herzliya et qui est dans le monde une des plus importantes conférences stratégiques. On pourrait un peu comparer à ce que l'OTAN organise par exemple annuellement à Munich. Le lieu de la conférence, c'est le centre universitaire d'Herzliya. C'est une université privée, laïque, qui dispose de 2 instituts spécialisés. Un institut sur le contre-terrorisme qui est dirigé par un ancien directeur du Mossad et un institut de sciences politiques qui est dirigé par un ancien sous-directeur du Mossad. C'est cet institut qui reçoit depuis 7 ans la conférence sur la sécurité d'Israël. Quand on parle de sécurité d'Israël, comprenez bien qu'il ne s'agit pas du tout de la sécurité de l'État d'Israël, mais de la sécurité du type d'État actuel de l'État d'Israël. Cette année, y participaient tout ce qui compte de va-t-en-guerre en Israël, mais aussi de très nombreux néoconservateurs venus des États-Unis, ainsi que quelques-uns des principaux candidats à l'élection présidentielle prochaine aux États-Unis. L'importance de cette conférence se voit avec le temps. Par exemple, en 2003, c'est à la conférence d'Herzliya que Ariel Sharon, qui était alors Premier ministre, avait annoncé son plan de retrait unilatéral de la bande de Gaza. Dans cette conférence, et pas au Parlement, c'est-à-dire pas dans les institutions politiques prévues à cet effet. Alors que s'est-il dit cette année dans cette conférence ? Elle se déroulait sur 4 jours. La première journée visait à déterminer quel est l'ennemi d'Israël. La deuxième journée, quelles sont les alliances pour faire face à cet ennemi. La troisième, quels sont les soutiens dont Israël peut disposer dans les opinions publiques internationales. Et la quatrième, traiter de questions économiques sur le financement des prochaines opérations militaires. Lors du premier jour, ce fut une avalanche de déclarations anti-iraniennes. De toute manière, les organisateurs avaient décidé de faire intervenir en premier Benjamin Netanyahou, dont on connaît déjà les positions, puisqu'il s'était exprimé en novembre dernier à Los Angeles devant un très grand congrès d'organisations sionistes, où il avait, je cite, parce que la phrase a son importance, il avait déclaré « Nous sommes en 1938 et l'Iran c'est l'Allemagne. Et l'Iran s'est lancé dans la course pour s'armer avec des armes nucléaires, les mêmes tendances, calomnier et salir ses victimes en préparation de leur massacre. Ahmadinejad a appris ces répliques d'Hitler et personne ne s'en préoccupe. Chaque semaine il parle d'effacer Israël de la carte et personne ne dit rien. Parfois les Juifs ne parlent pas assez. La grande différence c'est qu'Hitler s'était d'abord engagé dans le conflit et avait seulement alors essayé de développer les armes nucléaires. » Donc, on connaît ces positions outrancières et la référence permanente au nazisme pour essayer de diaboliser l'Iran. Pourtant, l'intervention de Benjamin Netanyahou était un peu en dessous de cette rhétorique, comme si il n'y avait plus besoin d'y revenir, que les images étaient ancrées dans la tête. En fait, Netanyahou a essayé de préciser la stratégie qui devait être mise en œuvre face à l'Iran. Et il a présenté cette stratégie en laissant entendre qu'elle est déjà appliquée. C'était plus un effort d'explication que d'orientation. Et donc cette stratégie repose sur 2 idées principales. Premièrement, diffuser dans les médias l'idée que l'Iran, dans la ligne du Reich nazi, s'apprête à détruire les Juifs, puis faire juger le président Ahmadinejad par un tribunal international pour incitation au génocide. C'est-à-dire, c'est l'invention du principe de justice préventive. Deuxièmement,
convaincre les États occidentaux de prendre unilatéralement des sanctions économiques contre l'Iran pour mettre son économie à genoux sans passer par le Conseil de sécurité. Et vous savez que récemment, le Trésor des États-Unis a prononcé une interdiction de commercer avec une banque iranienne, la Saderat, qui avait servi à l'Iran pour transporter de l'argent au Liban et permettre au Hezbollah de financer la reconstruction des habitations détruites par les bombardements israéliens. Toujours dans cette première journée, les discutants ont pu entendre le sous-secrétaire d'État des États-Unis, Nicholas Burns, qui a indiqué avec virulence qu'il fallait confronter l'Iran, se confronter à l'Iran, mais qui a évité soigneusement de dire si cette confrontation devait ou non atteindre le stade militaire. En même temps, Nicholas Burns s'est exprimé de telle manière qu'on comprend que cet affrontement militaire est programmé, c'est simplement qu'il y a une longue montée vers l'affrontement militaire. Vous savez que traditionnellement, les États-Unis, lorsqu'ils entrent en guerre, veillent à apparaître comme contraints d'entrer en guerre. Pour prendre un exemple, si vous voulez, lorsqu'il y a eu l'affrontement avec la Yougoslavie, par exemple, ils ont posé des conditions à la conférence de Rambouillet pour la paix, des conditions qu'ils savaient impossibles à tenir pour la Yougoslavie et qui donc allaient amener à la guerre. C'était la même chose pour les discussions avec l'Irak, aussi bien en 1991 que lors de la dernière guerre. Donc là, il s'agit à nouveau de poser des conditions à l'Iran et d'être certain que de toute manière, on considérera que ces conditions ne sont pas accomplies, qu'on est contraint d'aller à la guerre. Actuellement, le débat porte, vous savez, sur l'arrêt du processus d'enrichissement de l'uranium dans les centrales iraniennes, mais Nicholas Burns a expliqué que même si l'Iran arrêtait cet enrichissement, on continuerait la pression jusqu'à aller à l'affrontement. Ou tout au moins, jusqu'à aller à ce qu'il appelle le changement de régime en Iran, c'est-à-dire la fin de la République islamique. Dans l'après-midi, les discutants ont évoqué l'action militaire. Bien qu'il y ait eu de nombreux marchands d'armes qui se soient exprimés, le directeur de Raytheon ou celui de Boeing, il a fallu attendre une table ronde avec les néoconservateurs, et précisément avec Richard Pearl et Bernard Lewis, pour que l'on décrive avec minutie ce que seraient ces actions militaires. La journée suivante était consacrée aux alliances. Et là a été lancée cette idée nouvelle du réalignement arabe. L'idée, c'est que il n'y a plus d'affrontement entre Israël et les États arabes, mais on déplace le centre de gravité de la Palestine vers l'Iran et on crée de nouvelles alliances entre Israël, les pays occidentaux et certains régimes dits arabes sunnites modérés contre l'Iran et ses alliés chiites, qu'il s'agisse du Hezbollah libanais ou d'une partie du gouvernement syrien. Ce réalignement stratégique passe aussi par un lien de plus en plus fort entre Israël et l'OTAN. Puis on s'est mis à discuter de la question des soutiens, c'était le troisième jour, et du problème que rencontre Israël dans les opinions publiques en Occident, où sa légitimité est de plus en plus contestée. Alors il y a eu des débats sur le fait de l'instrumentation du drame de la Shoah pour justifier de tous les droits dont Israël se pare, mais en fait cela va beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui on s'interroge sur le fait que Israël ne respecte pas le droit international. C'est là que le débat s'est déplacé. Sont également intervenus d'assez nombreux responsables états-uniens, et cet ensemble a déterminé toute son action contre l'Iran, de manière à ce que toutes les forces des uns et des autres se joignent contre la République islamique d'Iran.